c'est maintenant. Votre magazine. Bienvenue et merci de nous rejoindre dans ce magazine spécial qui est le vôtre, c'est la refondation scientifique. Nous recevons pour ce jour M. Kassonde Kisela Joseph. Il est l'homme des lettres et territorial de carrière, donc un chevronné dans la territoriale, administrateur de territoire à Congolo en 1998, puis commissaire assistant au Lualaba, donc c'est dans la province du Lualaba, l'actuelle, et au Tanganyika et dans le Holomami, pour ne pas parler du Grand Katanga qu'il a sillonné en tant que tel, inspecteur territorial et chef de division provinciale de travaux publics. Ici, il est reçu comme chercheur indépendant. Bonjour, Monsieur Joseph. Bonjour, Monsieur Noël. Merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup. En tout cas, de prime abord, permettez-moi que je puisse remercier la direction provinciale de la RTNC au Katanga, qui a daigné accepter de m'ouvrir un espace médiatique pour la vulgarisation de mes conclusions scientifiques 36 ans après des recherches assidues, des recherches émouvantes et des recherches palpitantes. Dans cette restitution qui va s'échelonner sur plusieurs émissions sous forme de modules, tout va tourner autour de la refondation scientifique. Car l'heure est arrivée pour l'humanité en fait d'accéder aux connaissances suprêmes qui libèrent de l'ignorance. Pour ce faire, nous aurons à parcourir tour à tour les contours difficiles de cet effort de refondation scientifique. On aura à parcourir le constat de déséquilibre généralisé du monde à la suite de la pensée humaine qui a continué à tourner en rond, et nous dégagerons en fait les responsabilités collectives. Nous définirons les objectifs généraux de cette quête de refondation scientifique, puis à travers une démarche scientifique conséquente, nous exposerons la théorie révolutionnaire de l'auditif et du visuel, théorie qui nous aura permis de suivre un fil d'Ariane qui nous a conduit vers des découvertes sensationnelles. Parmi ces découvertes, nous avons la théorie bouleversante de 8 sens biologiques, Monsieur Noël. Pas de 5, de 8 sens, et nous insistons. La découverte du référentiel universel des idées, une sorte de réplique en fait du tableau de Mendeleïev, mais cette fois-ci au niveau des idées. Le tableau de Mendeleïev, c'est un référentiel universel pour la matière. Nous aurons aussi à découvrir la vraie structure du système solaire, ce qui est extrêmement important pour l'évolution de la science. Il y en a la vraie. Il y a la vraie, parce que jusque-là, on n'a jamais eu une vraie structure du système solaire. On aura aussi à dévoiler l'identité similaire entre le système humain et le système solaire. Donc il y avait identité entre les deux systèmes. Nous aurons à présenter les portraits robots de Dieu, parce que la finalité c'est ça, la science était Dieu, et Dieu était la science. Et donc vous aurez au cours de toutes ces émissions l'opportunité en fait de découvrir cette similitude ou cette parfaite identité entre la science et Dieu. Et pour finir, on brossera une esquisse de la théorie du tout. Et aujourd'hui, avec votre autorisation, Monsieur Noël, le premier module concerne la refondation scientifique. Merci beaucoup. Je crois que le squelette étant celui-là par rapport à ce magazine spécial, la refondation scientifique, vous l'avez dit, Monsieur Joseph Kassonde, avant que je ne puisse vous rencontrer sur cette table et dans ce plateau, sur ce plateau spécial,
j'ai consulté Oui. et je me suis renseigné que la science, aujourd'hui, dont il est question, est considérée comme l'ensemble des connaissances relatives à certaines catégories de faits, d'objets ou de phénomènes obéissant à des lois et ou vérifiés par les méthodes expérimentales. Oui. Alors, vous croyez qu'il mérite d'être refonte? Vous dites la refondation scientifique. Qu'en est-il? Oui, monsieur Noël, laissez-moi d'abord parcourir en fait l'histoire du passé. Nous sommes à l'ère de l'avant Jésus-Christ. Monsieur Platon, qui est un grand philosophe, il nous donne une image qui est encore vivante jusqu'à ce jour. Il conçoit des hommes qui sont enchaînés dans une demeure souterraine, en forme de caverne. Ils le sont depuis leur naissance, de telle sorte qu'ils n'ont jamais vu directement la source de la lumière. Ils n'ont jamais vu le soleil, en d'autres termes. Ils n'en connaissent que le rayonnement qui parvient à pénétrer jusqu'à eux. Ainsi, des choses et d'eux-mêmes, ils ne connaissent que les ombres projetées sous les murs de leur caverne par un feu allumé derrière eux. Des sons, ils ne connaissent que les échos. Ces personnes ont l'air différentes de nous, et pourtant, observe Glaucon, l'interlocuteur de Socrate, ils nous ressemblent. Que se passe-t-il si l'un d'eux est libéré de ses chaînes et accompagné de force vers la sortie? D'abord, il sera cruellement ébloui par une lumière qu'il n'a pas l'habitude de supporter. Ce qui le fera souffrir, il résistera et ne parviendra pas à percevoir ce que l'on veut de lui montrer. Alors, ne voudra-t-il pas revenir à sa situation antérieure? Alors, s'il persiste, il s'accoutumera, il va s'habituer. Il pourra voir le monde supérieur, ce que Platon désigne comme les merveilles du monde intelligible. L'homme peut alors prendre conscience de sa condition antérieure. Il doit se faire violence et retourner dans la caverne auprès de ses semblables pour leur apporter sa connaissance de ce qu'il y a dans le monde supérieur. Mais ceux-ci, incapables d'imaginer ce qui lui est arrivé, les recevront très mal et refuseront de le croire. Platon conclut l'allégorie sur une question: ne les tueront-ils pas? Donc, monsieur Noël, c'est pour vous dire que depuis la nuit des temps, ces savants grecs avaient compris que les connaissances sensibles n'étaient pas à mesure de nous donner la vraie connaissance. Et donc, lorsqu'ils donnent cette image des gens qui sont enfermés dans une caverne où il n'y a pas de lumière, c'est que jusqu'à ce jour, la même réalité est là. On a des bribes de connaissances, mais nous n'avons pas une véritable source de connaissances. On n'en a pas. Avant qu'on évolue, je voudrais qu'on... Vous-même, vous dites que les recherches dont question vous ont coûté 36 ans. 36 ans. C'est-à-dire encore très jeune, Oui. vous avez commencé à vous interroger autour Exactement. de certaines réalités. Ouais, ouais. Et aujourd'hui, vous en arrivez à cette attitude, j'appelais Oui. ça comme, permettez-moi d'appeler ça une attitude, D'accord. vous nous invitez à répondre Oui. la science. Exactement. Et avec la théorie de Pluton, De Platon, de Platon plutôt, oui. Mais non seulement Platon. ouais. Non seulement Platon. Nous avons Madame Isabelle Stingers, Ok. professeure émérite à l'Université libre de Bruxelles. Voici son opinion sur la matière. Peut-on décoloniser les sciences, se demande-t-elle. Décoloniser, vous comprenez les termes. Donc, il croit, Donc pour elle, les sciences ont été colonisées. Et jusqu'à ce jour, selon elle, les sciences sont colonisées. Alors elle veut savoir si est-ce qu'on peut un jour décoloniser les sciences.
Donc développer une écologie de pratique qui inclut tous les savoirs, au nord comme au sud. C'est pas moi qui le dis, c'est elle. Au nord, vous connaissez, au nord c'est où? C'est l'Occident. Et au sud c'est où? L'Afrique. Et donc, comment sortir de l'arrogance de ceux qui savent contre ceux qui croient? Donc on suppose que le sud, lui, croit. Et que le nord, lui, connaît. Ok? Comment être à la hauteur du monde tel qu'il se fait? S'interroge la philosophe activiste Isabelle Stingers. Et donc, nous ne sommes pas les seuls à nous poser des questions sur la pertinence de la science que nous avons devant nous. Donc, c'est une science pratiquement infirme, une science incomplète, qui devait être complétée par les données de ce qui est connu en Afrique. Et ça manque lourdement et ça ne peut pas faire une globalisation scientifique. Je sais que ce n'est pas maintenant qu'on va parler déjà de quelque chose que vous avez énoncé lorsque vous introduisiez tout à l'heure. Oui. Vous avez déjà parlé de quelque chose qui intéresse les téléspectateurs. Oui. Vous dites, il y a une croyance erronée ou Oui. des cinq sens. Oui, oui. Et vous nous invitez à en arriver à 8. On va y arriver. On va y arriver. Parce que ce n'est pas maintenant. Oui, oui. Donc ce sont des raisons pour lesquelles Exactement. vous fondez votre conviction qu'il faut nécessairement qu'on en arrive à refondre. Parce que la science est très mal partie. Ok? La science est mal partie. Laissez-moi vous dire aussi que Elle mérite Henri d'être Bergson, il a été parmi ceux-là qui ont compris à temps qu'il y avait deux manières en fait de faire la science. Il dit ceci: si l'on compare entre elles les définitions de la métaphysique et les conceptions de l'absolu, on s'aperçoit que les philosophes s'accordent, en dépit de leurs divergences apparentes, à distinguer deux manières profondément différentes de connaître une chose. La première implique qu'on tourne autour de cette chose-là, la seconde qu'on entre en elle. La première dépend du point de vue où l'on se place et des symboles par lesquels on s'exprime. La seconde ne se prend d'aucun point de vue et ne s'appuie sur aucun symbole. De la première connaissance, on dira qu'elle s'arrête au relatif. De la seconde, là où elle est possible, qu'elle atteint l'absolu. Monsieur Noël, je pose la question. Doit-on faire la science du relatif ou la science de l'absolu? Et si vous me dites qu'on doit faire la science de l'absolu, je vous confirme que nous ne l'avons pas encore, cette science de l'absolu. Et donc ça demande nécessairement que nous puissions refondre les contenus des connaissances scientifiques. Non, mais alors que répondrez-vous à ceux-là qui croient que la science nous fait arriver à des résultats incontestables? Parce que dans la définition que j'ai donnée tout à l'heure, c'est que c'est quelque chose de palpable, d'expérimentable. Alors quelque chose qui est expérimentable, c'est-à-dire ça coupe court à toute rumeur. On ne sait plus aller au-delà. Alors, à ce sujet-là, je vous réponds carrément que la métaphysique ou la physique, jusqu'à ce jour ici, personne n'est parvenu en fait à voir cet absolu dont moi je parle. Personne n'y est arrivé. Pour la simple raison que on n'avait pas de repères pour voir ce qui est dedans. Prenons la physique par exemple. Einstein lui-même qui nous dit ceci, que c'est comme si vous regardez une montre. Vous voyez ma montre comme ça. Vous voyez les cadrans. Vous voyez les aiguilles qui tournent. Okay? Et même les tic-tac, on l'entend. Mais alors on commence à faire la science de description de cette montre. Est-ce que vraiment cette description sera absolue? Non, il faut la pénétrer. Alors donc c'est un peu ça, vous avez la réponse à tout point de vue. Que ce soit dans le domaine du côté physique ou du côté métaphysique, tout ce qu'on a fait jusque-là, c'est du relatif parce qu'on n'est pas entré dedans. Qu'est-ce qui manque? Ce qui manque, c'est que, d'abord, il faut dire que McLuhan Marshall est venu compléter aussi les tableaux de la détresse. Parce que lui a révélé qu'en fait, ce qui s'est passé, c'est qu'il y a un conflit terrible. Un conflit entre deux organes. L'œil et l'oreille. Ils se disputent quoi? Ils se disputent des espèces écrites et orales de perception et d'organisation de l'existence. Donc, ils sont tous sur une même tête. Exactement. Malheureusement, ils ne savent pas s'entendre.
Alors l'œil, pour lui, il croit tout savoir. Comme l'œil se réfère à la physique. C'est le visible. Alors, c'est comme ça que lui, il se penche sur le visible parce que lui, c'est l'œil, ok? Mais il oublie qu'il y a l'oreille qui elle, n'est pas penchée sur le sensible. Et donc, en ce moment-là, lorsque l'œil, à lui seul, travaille avec les sensibles, sans l'entendement de l'oreille, mais c'est un handicap. C'est un déséquilibre dont nous allons parler plus tard. Mais alors, un grave déséquilibre. Dans le cas de figure, l'œil et l'oreille représentent quoi par rapport à la thématique là, par rapport à la science aujourd'hui? Qu'est-ce qui manque entre les deux, l'un de l'autre? D'abord l'œil, vous savez que quand on visite les espaces, on va à travers le temps et l'espace. Hein, vous voyez que l'Occident c'est beaucoup plus l'œil, ok? Et que l'Afrique c'est beaucoup plus l'oreille. Vous-même vous connaissez que l'Afrique c'est beaucoup plus le verbal. Alors, en ce moment-là, ce conflit-là, tant que l'œil et l'oreille ne peuvent pas se mettre d'accord, eh bien, on n'avancera pas. Donc, c'est dans cette théorie que vous avez évoqué un auteur, c'est la dame Isabelle Stranger. Exactement. Qui croit que il faut qu'on considère... Il faut recourir aux données de connaissances issues du Sud, c'est-à-dire de l'Afrique. En fait, M. Noël... La science qu'on a, c'est celle qui nous vient d'ailleurs. C'est l'œil, c'est la physique. C'est l'œil, c'est l'Occident, purement l'Occident. Okay? On n'a pas intégré la partie de la connaissance propre à l'Afrique, qui est pratiquement la métaphysique. On va y revenir encore en détail. Mais alors, donc, j'aimerais d'ailleurs vous prévenir. L'opposition ne devait pas se faire entre l'Occident, les pays d'Occident entre eux. Ça ne représente pas l'équilibre que nous recherchons. L'équilibre que nous recherchons, c'est entre l'Afrique et l'Occident. Les deux qui ont reçu en fait des codes, les codes les plus fondamentaux. Okay? Ce ne sont que ces deux races-là, les blancs et les noirs. Si regardez un peu ce ballet diplomatique qui se passe en Afrique. Ouais. Pourquoi ils viennent en Afrique? Tout récemment, ils se sont croisés en Afrique. Oui, oui. Pour ne pas citer Emmanuel Macron et le Exactement. ministre... Donc ils ont commencé à comprendre que, écoutez, l'autre clé se trouve en Afrique. Il faut la rechercher, cette clé-là. C'est comme ça que nous, ici, nous avons maintenant les pistes pour résoudre ces déséquilibres qui faisaient défaut. Et ces déséquilibres, si vous le permettez, c'est avec la loi de 3 États, qui a été énoncée à l'époque par M. Auguste Comte. Alors cette loi, pour synthétiser, parce qu'on ne voudrait pas aller dans les détails philosophiques, nous ne sommes pas venus pour ça, mais nous sommes venus pour la refondation scientifique, et on préfère aller tout droit au but. Et donc avec cette loi-là de 3 États, nous avons les 3 modes de connaissance qui devaient être unis pour toujours. Pas les séparer comme on l'a fait. Ces modes de connaissance-là, il s'agit de la physique, de la théologie et de la métaphysique. Vous comprenez? Donc, pour peut-être expliquer autrement les choses, telles que vous êtes là, monsieur Noël, si vous vous mettez debout, donc on saura que la partie qui concerne la tête, c'est votre partie métaphysique. C'est là que vous concevez toutes les idées du monde, c'est dans votre tête. Alors au niveau de votre tronc, que moi j'appelle noyau, ça serait donc la partie la plus théologique, ok? Parce que c'est là que vous créez les choses, c'est là que vous créez la vie, c'est avec les noyaux. Et vous avez les membres qui ne sont que la partie la plus physique possible, la plus visible. Et donc, cette réalité-là, si on arrêtait de séparer en fait ces modes de connaissance, comme on ne peut pas vous séparer, vous, Noël, parce que si on vous coupait les coups, c'est fini, ce n'est plus Noël. Si on vous amputait les membres, ça ne serait plus Noël. Noël, c'est l'ensemble de la partie de la tête, la partie du tronc et la partie qui s'appelle les membres inférieurs et supérieurs. Et donc, maintenant, nous, ce qu'on a fait, ce que l'humanité a fait, c'était faire fi, comme si les 3 modes n'étaient pas reliés entre eux. Et cette lacune-là, ou même cette bêtise, n'a pas permis à ce que nous puissions franchement atteindre la vérité. Donc jusque-là, c'est le mode des connaissances physiques
qui est beaucoup plus mise en exergue au détriment. Au détriment des autres modes de connaissance. Alors il y a amputation. Et en ce moment-là, même la physique même n'est pas éclairée parce qu'elle devait être éclairée par l'ensemble de ces trois données. Donc la physique, malgré ses prouesses technologiques, hein, mais il lui manque beaucoup de choses. Elle ne peut pas expliquer l'essentiel, elle ne peut pas vous dire où est Dieu, elle ne peut pas vous dire d'où vient la vie. Ok, elle ne peut pas savoir la conscience fonctionne comment. Et donc, elle est muette, elle ne sait pas d'où nous venons, où allons-nous, que faisons-nous ici. Elle ne répondra pas à ces questions. Et donc, on est là comme c'est pas moi, des fantômes sur une terre. En fait, l'image expresse de la caverne est la mieux placée, enchaînée d'ailleurs. Et donc, inconscient dans une caverne. Donc, c'est pour ça que nous souhaitons franchement refonder en fait les bases de la science parce que c'est mal parti. Et c'est mal parti, évidemment, on va poser une thèse. La thèse, vous la retenez, c'est que les modes de la physique, c'est une dominance de l'Occident. C'est une thèse. On va l'infirmer ou la confirmer après. Alors, nous posons aussi la même thèse au sujet de la théologie. Les modes de connaissances théologiques, c'est une prédominance asiatique, s'il vous plaît. Et les modes de connaissances métaphysiques, c'est une surdominance africaine. La thèse est là, ok? Bon, dès qu'on a cette thèse là-bas, évidemment, je veux voir quelqu'un qui va nous dire, que l'Afrique n'est pas unie, l'Afrique c'est un mosaïque. Alors, je lui répondrai ceci. C'est Nicolas Sarkozy qui a fait un discours brillant au Sénégal, ok? Ah, vous l'appelez brillant? C'est un discours brillant, très brillant. Les Africains les lui ont reproché. Oui, mais les Africains sont émotifs. Je m'excuse pour les mots, mais on va y revenir parce qu'il faut corriger tout. De part et d'autre, bien sûr. Je ne dis pas que Nicolas Sarkozy a dit toutes les vérités possibles du monde. Non, bon, il s'est beaucoup égaré. Mais ça peut nous servir pour maintenant réorienter les choses convenablement. Une sorte de manifeste de prise de conscience. On doit prendre conscience désormais et orienter les choses valablement. Et donc, quand M. Nicolas dit ceci, il s'adresse à la jeunesse. Je veux ce soir m'adresser à tous les Africains qui sont si différents les uns des autres, qui n'ont pas la même langue, qui n'ont pas la même religion, qui n'ont pas les mêmes coutumes, qui n'ont pas la même culture, qui n'ont pas la même histoire et qui pourtant se reconnaissent les uns les autres comme des Africains. Et ils s'étonnent que c'est là où réside le premier mystère de l'Afrique. Monsieur Noël, entre nous. Il avait raison. Monsieur Noël. L'Afrique est séparée. C'est ça le langage. Même les Africains eux-mêmes répètent ça comme récitation. Mais alors où est-ce qu'on mettrait le panafricanisme? Les pères du panafricanisme, pourquoi ils ont créé le panafricanisme? Apparemment, c'est un concept creux aujourd'hui. Aujourd'hui, je vais vous démontrer que ce n'est pas un concept creux. Parce que si M. Sarkozy nous dit que nous sommes différents les uns des autres, sur tous les plans qu'il a évoqués, et moi je vous dis sincèrement que, par exemple, sur le plan culturel, la primauté du groupe prime sur l'individu en Afrique. Pendant qu'en Occident, c'est la primauté de l'individu qui prime sur le groupe. Vous savez, chez eux là-bas en Occident, quand vous avez un bus avec un seul individu, donc pour eux, il faut aller cogner 20 personnes pour que le seul individu reste vivant. Ok? Mais en Afrique, c'est l'inverse. On va cogner la seule personne pour sauver les autres qui sont nombreux dans les bus. Et même quand il y avait disette, eh bien, on sacrifiait peut-être une personne pour l'intérêt de tout le monde. Donc c'est une culture. Okay? Et donc, M. Sarkozy ne peut pas nous dire que nous ne sommes pas les mêmes. Tous les Africains obéissent à ce schéma-là. Et c'est de là même qu'est venu le collectivisme. Vous savez que nous, c'est dans le sang. Donc on ne vit pas seul. On vit en famille. Les autres, ils sont seuls, les individus, ils sont individuels, quoi. Donc c'est des atouts que la c'est des atouts terribles. Repose les valeurs. Exactement, ce sont des valeurs qu'on ne peut pas escamoter. Alors nous avons aussi la même vision de l'au-delà, où les morts ne sont pas morts en Afrique. Tous les Africains savent que les morts
ne sont pas morts. Il y a un beau poème, je ne sais pas si vous l'avez lu à l'école secondaire, dont les morts en Afrique ne sont pas morts. Nous avons les valeurs de développement immatériel plutôt que matériel. Mais pourquoi est-ce qu'on va nous confondre avec l'Occident, avec le blanc par exemple, hein? Nous, la richesse, elle est immatérielle. Quand votre grand-père vous a laissé un charme, un sortilège pour passer inaperçu, hein, pour ne pas être attaqué par un serpent, hein, mais pour nous, c'est ça la richesse. Pourquoi vous allez copier les richesses des autres qui sont physiques, hein? Nous sommes du domaine métaphysique et vous voulez copier le monde physique avec des richesses physiques. Le monde physique vaccine, oui. Physiquement, oui. Sur le plan matériel, c'est palpable. On peut oui. t'injecter, on peut t'induire un produit, mais oui. En Afrique, on peut même faire une déclaration et c'est suffisant. Oh oui, mais parce que, écoutez, la médecine, si vous parlez de ça, mais la médecine est plus puissante en Afrique qu'ailleurs. Hein, c'est parce qu'évidemment, on nous a dérouté du schéma. Sinon, cette médecine là-bas, si on l'a recréée aujourd'hui, hein, mais elle va attirer le monde entier sur nous. Parce que l'Afrique a justement toutes les idées dans les végétaux. Ouais. Les végétaux se trouvent chez nous ici, avec ce qu'on appelle les forêts. C'est nous qui avons la grande partie des forêts au monde. Et donc toutes les idées sont là pour faire la médecine, pour faire n'importe quoi. Alors laissez-moi continuer peut-être avec les valeurs. Vous savez que la conception de l'art fonctionnel, ça c'est l'Afrique. Ailleurs, c'est la conception de l'art classique. L'art classique, c'est quoi? Bon, c'est une forme de beauté qu'on veut retrouver. Hein, je vais vous faire rire, par exemple, quelque part au Bénin, un blanc qui était administrateur des territoires initie un concours de beauté. Alors, il demande au chef coutumier, voici le prix que tu vas donner aussi à une dame que tu vas choisir comme la meilleure dame du monde, la plus belle. Alors, il voit les chefs coutumiers remettre les cadeaux à une vieille maman avec des rides au ventre. Et le blanc est fâché. Moi, je t'ai demandé de donner un prix de beauté. Le critère était... Et le monsieur lui dit que, mais non, mais est-ce qu'il y a une plus belle femme plus que ça? Regarde comment les seins ont chuté. Mais il a mis au monde, c'est la plus belle des femmes. Et nous avons deux conceptions tout à fait différentes. Donc nous, l'art, il est fonctionnel. C'est la fonction qui compte dans cet art-là. Ce n'est pas le classique, non. Nous avons aussi la structure tellurique. Vous voyez, cette peau ici, elle est suffisamment dure. D'ailleurs, dans les combats de boxe, vous en savez beaucoup. Les nègres sont champions. Hein? Ils mettent toujours KO. Alors pourquoi? Parce que nous avons une peau réellement tellurique. Mais parce que nous avons une structure tellurique, nos idées sont tournées vers le haut. Okay? La métaphysique. Et par contre, nos amis, parce qu'ils ont une structure idéique, hein, avec une peau légère, leurs idées sont tournées vers la matière. Ce sont des choses différentes. On doit quand même chacun prendre ce qui lui convient. On ne doit pas faire les méli-mélos entre les deux. Ok? Alors, monsieur Joseph, les conclusions auxquelles vous êtes arrivé aujourd'hui, nous allons prendre tout notre temps possible, hein, de manière à ce que nous puissions vous comprendre. D'accord. Aujourd'hui. Surtout que la matière, elle coule. Oui, elle est suffisamment dense d'air. Oui, sincèrement. Alors, que retenir de notre premier échange, avant qu'on ne revienne tout à l'heure, pour parler des bases de la refondation? Ok. C'est sur quoi on vient, on vous revient, chers téléspectateurs, tout à l'heure, pour parler des bases de la refondation scientifique elle-même. Mais que retenir de cette première partie où nous venons tout à l'heure de parler de la refondation elle-même, mais aussi de ces trois états, oui, dont question évoquée si haut. Alors, ce qu'on doit retenir, c'est que c'est d'abord un impératif de révisitation des sciences. Un impératif, c'est-à-dire qu'on n'a plus le choix. Vous savez que nous sommes coincés maintenant, on est devant les murs, hein, parce qu'on s'est trop menti, et finalement, on est au bout du rouleau. Hein, on ne sait plus où aller. La pensée a tourné en rond depuis des siècles. Eh bien, il faut changer, ok? Il faut changer. Et donc, en ce moment-là, avec la loi des 3 États que je venais d'évoquer ici, c'est une base en fait de cette refondation scientifique. Tout doit tourner autour de cette base-là, de cette loi des 3 États.
Et vous verrez que tout va se conformer, ça va s'harmoniser avec la loi du début jusqu'à la fin. Hein, de manière à ce que vous verrez de vous-même que les preuves scientifiques de ce que je vais démontrer vont ressortir de soi sans beaucoup d'efforts, sans faire beaucoup de démonstrations périlleuses. Merci beaucoup, monsieur. C'est moi qui vous remercie, Noël. C'était un plaisir pour nous. Merci, monsieur Noël.